Il s'agit de la pierre de Rosette. Clé du déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens, elle compte parmi les trésors les plus précieux du British Museum. L'intelligence artificielle a réussi à déchiffrer les derniers symboles de la pierre de Rosette. Et le résultat est terrifiant. Des mots oubliés depuis des millénaires révèlent des secrets qui réécrivent l'histoire antique. Ce qui n'était qu'une énigme est désormais une révélation. Et la vérité est plus sombre que quiconque n'aurait osé l'imaginer. L'histoire cachée du monde antique est enfin dévoilée, et elle est pire que ce que nous pensions. Découvrons ce que l'IA a révélé. La découverte qui a changé le passé de l'Égypte. Tout a commencé lors d'un été caniculaire en Égypte. À la fin du mois de juillet du 18e siècle, les troupes de Napoléon étaient déployées dans toute la région, construisant des installations militaires, réparant des bâtiments, creusant des positions défensives et tentant de survivre dans un environnement hostile et brûlant. Près de la petite ville de Rachid, que les Européens appelaient Rosette, un jeune officier du génie nommé Pierre-François Boussard supervisait les travaux de réparation d'un vieux fort militaire endommagé, le fort Julienne. Tandis que ses soldats abattaient un mur en ruine, quelque chose d'étrange attira son attention. Une dalle de pierre sombre et polie était dissimulée parmi les décombres, ornée de lignes d'écriture soigneusement disposées. La pierre se distingua immédiatement des décombres environnants. Boussard comprit aussitôt qu'il ne s'agissait pas d'une pierre ordinaire. Il interrompit les travaux de démolition, s'assura que la pierre soit soulevée avec précaution et envoya rapidement un message au Caire. À la mi-juillet 1799, l'énigmatique pierre était déjà transportée vers la capitale pour un examen plus approfondi. Les soldats y découvrirent quelque chose de bien plus important qu'un artefact ou une œuvre d'art de valeur. Un fragment d'une très ancienne proclamation royale datant de plus de 2 millénaires. Ce remarquable document de pierre contenait le même message écrit dans 3 systèmes d'écriture différents. La partie supérieure était gravée en hiéroglyphes, une écriture égyptienne ancienne basée sur des pictogrammes. La partie centrale utilisait le démotique, une écriture égyptienne plus simple. La partie inférieure était rédigée en grec. Un groupe de prêtres de Memphis a créé ce décret pour célébrer leur jeune monarque, Ptolémée V. Cette découverte fut capitale précisément parce qu'elle contenait 3 versions linguistiques différentes. Le grec étant encore une langue connue, les érudits purent l'utiliser comme outil de traduction pour enfin déchiffrer les mystérieux écrits antiques égyptiens, jusque-là illisibles. Voici le texte paraphrasé, phrase par phrase. La pierre n'était pas aussi massive que l'on s'en souvenait ou l'imaginait par la suite. C'était un bloc de roche sombre, solide et compact, à l'aspect moucheté, composé de granodiorite, une roche volcanique encore plus dure que le granit. De petites taches minérales roses et grises scintillaient doucement sous la lumière. La dalle de pierre avait à peu près la hauteur des épaules d'une personne de taille moyenne, était légèrement plus large qu'une porte standard et avait l'épaisseur d'un gros livre. Son poids total était presque équivalent à celui d'un petit piano à queue. Le transport d'un bloc de roche aussi lourd aurait nécessité un travail d'équipe minutieux, avec l'utilisation de cordes, de rouleaux de bois et l'effort coordonné de nombreux ouvriers robustes. L'histoire de cet artefact se déroule dans un contexte de tension militaire. Après un long blocus, les troupes françaises à Alexandrie furent contraintes de se rendre face à une opération militaire conjointe anglo-ottomane. L'accord de capitulation, appelé la capitulation d'Alexandrie, stipulait que tous les objets historiques recueillis par les chercheurs de Napoléon devaient être transférés. Cette condition concernait notamment la pierre sombre inscrite découverte près de Rosette. Début 1802, la pierre fut transportée en Angleterre. Elle fut d'abord présentée à la Society of Antiquaries, un groupe de chercheurs en histoire. Peu après, la pierre fut exposée au public au British Museum, où elle se trouve encore aujourd'hui.
Une inscription peinte en blanc fut ajoutée sur ses côtés, expliquant qu'elle avait été capturée en Égypte par les forces britanniques en 1801, puis offerte à la nation par le roi George III. Au Caire, avant que la pierre antique ne soit retirée d'Égypte, un imprimeur nommé Jean-Joseph Marcel réalisa des copies de sa surface, permettant ainsi aux chercheurs d'étudier le texte avec précision. Un autre inventeur, Nicolas-Jacques Conté, blessé au combat et ayant perdu un œil, perfectionna cette technique. Il appliqua de l'encre directement sur la pierre, puis y pressa du papier humide, ce qui permit un transfert parfait des lettres gravées et la création d'images inversées exactes des inscriptions originales. Cette méthode a considérablement simplifié le travail des chercheurs, leur permettant d'examiner chaque détail du texte sans avoir à déplacer ni manipuler physiquement la lourde tablette de pierre. L'équipe d'historiens londoniens a réalisé des répliques fidèles de l'artefact pour plusieurs universités prestigieuses du Royaume-Uni. Très rapidement, des versions imprimées et recopiées à la main des détails de l'artefact ont été diffusées dans toute l'Europe. Certains de ces exemplaires sont même parvenus aux États-Unis. Ces copies ont permis à des universitaires de différentes régions d'examiner attentivement l'écriture et d'entamer le processus complexe de déchiffrement et d'interprétation des textes anciens. Comment la lumière et le code ont permis à la pierre de parler à nouveau? Les outils scientifiques modernes permettent désormais aux chercheurs d'examiner la surface de la pierre de Rosette avec une précision extraordinaire, révélant des marques invisibles à l'œil nu. Ces numérisations avancées produisent des images détaillées qui mettent en évidence même les plus indentations et rayures de la surface de la pierre. Grâce à de puissants algorithmes informatiques entraînés sur des milliers d'exemples de hiéroglyphes, les chercheurs peuvent analyser ces motifs et formuler des hypothèses éclairées sur les symboles qui auraient pu figurer à l'origine dans les parties endommagées ou manquantes. Cette approche ne consiste pas à créer de nouvelles informations historiques ni à falsifier un texte inexistant. Au contraire, le programme informatique analyse minutieusement les zones endommagées en les comparant aux parties intactes du texte et à d'autres versions connues du même document historique, puis prédit intelligemment les symboles originaux les plus probables. Le sens originel du décret officiel a toujours été clair. Le texte célèbre le roi Ptolémée V pour ses actes de bienveillance, tels que la baisse des impôts, les donations de terres aux lieux de culte, la libération des prisonniers et la commande de statues de Dieu. Le décret stipulait également qu'il devait être rédigé en 3 langues et affiché dans chaque temple important. Ceci afin que les personnes influentes et savantes, notamment les prêtres, les scribes et les fonctionnaires du gouvernement grec, puissent facilement le lire et le comprendre. Historiquement, la pierre de Rosette a joué un rôle crucial dans la redécouverte de l'Égyptien ancien. Aujourd'hui, elle remplit une nouvelle fonction: faire le lien entre la recherche universitaire traditionnelle et les technologies modernes. L'intelligence artificielle aide désormais les chercheurs à déchiffrer les derniers symboles, à peine visibles, gravés sur la pierre, et restés illisibles pour les générations précédentes. En combinant des techniques d'éclairage avancées et la technologie numérique, les chercheurs accomplissent ce que même les plus brillants érudits du 19e siècle n'avaient pu réaliser. Ces outils modernes contribuent à révéler toute l'histoire de la pierre, lui permettant ainsi de parler à nouveau. Sous l'aspect brut et abîmé de la pierre de Rosette, un message ancien, vieux de plus de 2 millénaires, demeure enfoui. La surface de la pierre porte des marques de coupures, de fragments et d'une usure progressive due à des siècles d'existence. Au lieu de se lancer immédiatement dans la traduction, les scientifiques se sont d'abord attachés à examiner minutieusement l'artefact. Ils ont utilisé des technologies de pointe et des outils spécialisés capables de révéler des détails invisibles à l'œil nu. La lumière s'est avérée être le premier outil essentiel de ce projet de recherche. L'équipe a commencé par prendre de multiples photographies de la surface entière,
en ajustant légèrement l'éclairage sur chaque cliché. Ils ont expérimenté avec la lumière provenant de différents angles, hauteurs et directions. Même une légère modification de l'éclairage peut faire apparaître une minuscule ombre dans une rainure peu profonde ou rendre une surface en relief plus lumineuse. En combinant toutes ces photographies, ils ont créé une carte topographique, soit une représentation 3D, montrant chaque infime relief et creux de la surface. Ce procédé a transformé la pierre en un terrain numérique que l'on peut faire pivoter, zoomer et examiner sous tous les angles. En manipulant la lumière sur ce modèle numérique, les chercheurs révèlent des détails incroyablement fins. Des zones auparavant parfaitement lisses dévoilent désormais des marques complexes, presque imperceptibles auparavant. L'apparence d'un objet ne suffit pas à en comprendre toute l'histoire. La pierre de Rosette était à l'origine peinte, mais avec le temps, la majeure partie de la peinture a disparu. Cependant, de minuscules fragments de la peinture originale subsistent, dissimulés au cœur des lignes gravées de la pierre. Pour révéler ces traces cachées, les chercheurs ont utilisé une technique photographique avancée particulière: l'imagerie hyperspectrale. Contrairement aux appareils photo classiques qui ne capturent que les couleurs rouge, verte et bleue, ces appareils spéciaux peuvent détecter des centaines de nuances de lumière différentes. Certaines de ces nuances sont si subtiles que l'œil humain ne peut les percevoir. Exposés à certaines longueurs d'onde lumineuses, les minéraux anciens et les vestiges de peinture incrustés dans les rainures de la pierre réagissent de manière unique. Ces réactions peuvent faire briller intensément les matériaux cachés ou les assombrir selon des motifs spécifiques. Des zones qui paraissent totalement vierges sous un éclairage normal peuvent soudainement révéler les contours ténus de symboles disparus. En collectant et en combinant ces couleurs invisibles en une seule image numérique, les experts peuvent faire revivre des détails oubliés depuis longtemps. Malgré les progrès accomplis, le défi est loin d'être terminé. Une fois les marques révélées par la lumière et la couleur, un nouvel obstacle se présente. Contrairement à l'écriture moderne, les hiéroglyphes égyptiens antiques ne suivent pas une disposition simple et ordonnée. Ces symboles sont agencés de manière créative, s'entrecroisant et se superposant fréquemment. Imaginez des images d'oiseaux placées au-dessus de symboles représentant du pain. Des figures de serpents peuvent côtoyer des illustrations de roseaux. Pour un ordinateur, ce motif complexe apparaît comme un enchevêtrement de lignes. Afin de surmonter cette complexité, des scientifiques ont mis au point un programme informatique intelligent capable de reconnaître et de tracer chaque symbole individuellement. Les chercheurs ont utilisé des milliers d'images présentant différents hiéroglyphes égyptiens, tels que des faucons, des yeux, des serpents et des cordes, pour entraîner leur système informatique. Au fur et à mesure qu'il lui présentait davantage d'images, l'ordinateur apprenait progressivement à reconnaître les formes uniques et les détails spécifiques de chaque symbole. Bien que le modèle informatique initial ait été conçu pour identifier des éléments courants, comme des personnes ou des voitures sur des photographies ordinaires, ils l'ont considérablement modifié pour accomplir la tâche spécialisée de repérage et de segmentation d'anciennes gravures sur pierre. L'IA apprend le rythme de l'écriture ancienne. Avant tous les progrès réalisés dans la lecture et la restauration des hiéroglyphes égyptiens, deux systèmes essentiels ont permis aux ordinateurs de les extraire. Ces systèmes ont fourni au système ultramoderne la structure, les ressources d'apprentissage et les instructions claires nécessaires à la compréhension de symboles gravés il y a des milliers de ans. Ensemble, ils ont créé une base solide permettant aux chercheurs d'étudier des éloges funèbres endommagés avec une plus grande assurance. Le premier de ces systèmes est Fabricius de Google. Lancé en 2020, Fabricius offre aux chercheurs, aux étudiants et au grand public un moyen en ligne d'explorer directement les symboles égyptiens. Cela permettait aux toxicomanes d'examiner différents hiéroglyphes,
d'en comprendre les formes et de contribuer à leur étiquetage pour l'apprentissage. Chaque marqueur, chaque signe prononcé avec précision et chaque entrée numérique alimentaient une base de données en constante expansion. Le système a ainsi appris à reconnaître les bustes réels, à distinguer les symboles analogues et à observer leur représentation sous différentes formes. Grâce au partage de données par de nombreuses personnes, le volume de données a rapidement augmenté, offrant aux chercheurs un espace numérique où les hiéroglyphes pouvaient être étudiés facilement. L'autre projet majeur était Hieroglyphics Action d'Ubisoft. Ce jeu a été développé avec l'aide d'égyptologues maîtrisant la langue et sa longue histoire. Cette initiative a permis de rassembler des milliers d'images de hiéroglyphes annotés manuellement. Chaque image comportait des annotations précises réalisées par des experts, offrant ainsi aux ordinateurs un matériel d'apprentissage à la fois précis et détaillé. Ces images ont permis à l'IA d'apprendre la forme de chaque symbole, son intégration dans un manuel et son apparence possible sur différents supports ou dans divers styles graphiques. Combinées, ces illustrations annotées manuellement formaient un ensemble de ressources pédagogiques précieux pour les systèmes ultramodernes. Fabritius et Ubisoft Action ont ainsi fourni à l'IA ultramoderne des bases solides. Grâce à ces ressources, les ordinateurs pouvaient commencer à extraire des hiéroglyphes individuels et à les relier à leur signification, motifs et formes connues. Ces systèmes ont également permis de comparer de nombreux échantillons d'un même signe, aidant ainsi les systèmes à comprendre les variations naturelles tout en identifiant le symbole correct. Grâce à cette approche participative, les chercheurs peuvent analyser des lignes endommagées avec des outils bien plus fiables et performants que ceux disponibles il y a quelques générations. Lorsque les modèles d'IA suggèrent des interprétations possibles pour une ligne endommagée, ils ne se contentent pas de donner une réponse. Les chercheurs procèdent ensuite à une vérification de leurs hypothèses auprès de sources fiables. C'est là que les grands dictionnaires et bases de données lexicales égyptiennes prennent toute leur importance. Le glossaire Linguae Aegyptiae est un outil précieux pour comprendre l'écriture égyptienne ancienne. Cet outil permet aux chercheurs d'explorer chaque occurrence connue d'un mot dans 3 manuels scolaires recensés. Grâce à cette analyse, ils peuvent observer l'usage du mot, son contexte d'apparition et l'évolution de son sens au fil du temps. Ce large éventail d'exemples contribue à confirmer la pertinence d'une suggestion de l'IA dans le contexte historique de la langue. Un autre ouvrage de référence important est le Dictionnaire démotique de Chicago. Élaboré lentement sur plusieurs décennies, ce dictionnaire explique l'usage de chaque mot dans la vie quotidienne, les systèmes juridiques, le commerce et les écrits religieux. Il se concentre sur le même type de langue que celle utilisée dans la partie centrale de la pierre de Rosette, ce qui le rend particulièrement utile pour vérifier les versets reconstitués. Les chercheurs peuvent net vérifier si un mot proposé correspond bien au style, au fonctionnement et au sens attendu pour ce type de manuel. Ces références font office d'arbitre. Elles permettent de déterminer si une suggestion de l'IA est pertinente ou non. Toutefois, la proposition ne peut être acceptée si le mot suggéré enfreint les règles de la grammaire égyptienne. Elle a également de fortes chances d'être rejetée si elle utilise un terme qui n'apparaît nulle part ailleurs, même après 3 transcriptions. En revanche, si la proposition correspond à une expression connue figurant dans une autre interprétation du décret, elle est acceptée. Ces critères garantissent que les interprétations rétablies reposent sur des preuves concrètes et non sur de simples suppositions. L'un des principaux atouts de ces outils d'IA réside dans la transparence de leur démarche.
Ils ne dissimulent pas le processus qui aboutit à une interprétation proposée. Des systèmes similaires à ceux d'Ithaque et d'Anaïs répertorient aisément toutes les causes comparées et toutes les expressions correspondantes. Ils indiquent également le degré de confiance de chaque suggestion, permettant ainsi aux chercheurs d'évaluer la force ou la faiblesse d'une correspondance. Cette transparence permet à tout chercheur de retracer le raisonnement étape par étape. Ils peuvent examiner les comparaisons, analyser les correspondances et déterminer si la logique du modèle est cohérente. Cette transparence renforce la confiance et contribue à éviter que des crimes ne conduisent à des conclusions importantes. Malgré ses atouts, la technologie présente néanmoins des limites, et les experts prennent soin de les reconnaître. L'IA ne peut pas recréer des bustes tels qu'ils ont été vus aujourd'hui. Elle ne peut pas faire apparaître des marques qui se sont effacées à jamais. Les chercheurs sont conscients du danger de forcer l'interprétation, une situation où la nécrologie est interprétée d'une manière qui correspond à la vaccination du modèle plutôt qu'à la preuve physique. Pour éviter cela, la pierre tombale physique prime toujours. Cependant, l'inscription physique reste la référence. Si une vérification tridimensionnelle révèle une rainure ou une marque non conforme aux mesures du modèle, aucune reproduction numérique ne pourra remplacer ce qui est sculpté dans la pierre tombale. L'espace disponible sur la pierre tombale est un critère essentiel. Toutefois, la proposition est également irrecevable si le mot suggéré dépasse l'espace autorisé par la gravure. De même, si le symbole proposé ne correspond pas à la profondeur, à l'angle ou au sens de la gravure originale, il ne peut être accepté. Ces règles garantissent que les lignes restaurées restent fidèles à l'objet réel et non à des suppositions issues d'un logiciel. Les experts utilisent cette technologie comme un outil précieux, mais ne lui permettent en aucun cas de valider l'authenticité du matériau. Maintenant que les lignes manquantes ont finalement réapparu grâce à une analyse minutieuse, une meilleure imagerie et des styles numériques transparents, une question nouvelle et importante se pose. Les chercheurs cherchent à comprendre le sens de ces mots restaurés. Ils veulent savoir si ces lignes récemment mises au jour modifient le décret lui-même. Ils souhaitent également déterminer si ce manuel retrouvé modifie notre compréhension des prédicateurs qui l'ont rédigé, du contexte politique de son élaboration ou du jeune roi dont les louanges abondent dans la nécrologie. Ces questions orientent la prochaine étape de l'exploration. Les lignes restaurées recèlent une signification susceptible d'éclairer davantage le but, la structure et la communication du décret. Elles pourraient également aider les chercheurs à comparer cette interprétation avec d'autres décrets similaires mis en place dans l'Égypte antique. En étudiant précisément les lignes récupérées, les expérimentateurs peuvent déterminer si des détails ont été perdus, répétés ou conservés d'une position à l'autre. L'intelligence artificielle moderne reconstitue les hiéroglyphes disparus. Une autre forme d'intelligence artificielle joue un rôle important dans la restauration du pan manquant de l'écriture égyptienne antique. Cette IA fonctionne d'une manière qui se rapproche de la compréhension humaine du langage. Des modèles moteurs ultramodernes, analogues aux os utilisés dans le logiciel de réformulation de Moment, apprennent le rythme et la métrique des mots. Dans ce système, ils apprennent plutôt la métrique des hiéroglyphes. En étudiant des milliers de manuels égyptiens, ces modèles constatent que certains symboles apparaissent fréquemment ensemble. De même que « merci » en français est généralement suivi de « vous », les hiéroglyphes suivent eux aussi des schémas familiers. Cette capacité à reconnaître les schémas permet au système de reconstituer les parties manquantes des monuments endommagés. Lorsque le bord de la pierre tombale se brise et que de nombreux signes disparaissent, le modèle analyse les symboles situés avant et après l'interstice et prédit ce qui se trouve vraisemblablement entre les deux. C'est le principe fondamental d'un dispositif récent appelé moteur iconographique.
Les chercheurs ont élaboré ce modèle à partir des données du Thesaurus Linguae Aegypti, conservé à Berlin, qui constitue la plus grande collection d'inscriptions égyptiennes au monde. En entraînant le modèle sur cet immense ensemble de données, ils ont créé un système qui, à partir de séquences de hiéroglyphes, suggère les signes potentiellement manquants. Il ne s'agit pas de suppositions hasardeuses ou arbitraires, mais plutôt d'une utilisation des caractéristiques naturelles de la langue ancienne pour restreindre les possibilités réalistes. L'association de deux types d'IA, l'une reconnaissant les formes et l'autre comprenant l'environnement, confère à la conception ultramoderne de Rosetta son efficacité. Le modèle visuel identifie les bustes encore existants, tandis que le modèle linguistique complète les zones manquantes par des suggestions pertinentes et basées sur des motifs. Ensemble, ils permettent de reconstituer des lignes restées illisibles depuis l'Antiquité. Ce système trouve son origine dans des travaux antérieurs portant sur d'autres écritures anciennes. En 2019, des chercheurs ont créé un système d'intelligence artificielle nommé Pythia, capable de prédire les lettres manquantes dans des éloges funèbres grecs endommagés. Lorsqu'une pierre tombale présentait de profondes fissures ou des couloirs manquants, la Pythie comparait le document incomplet à des milliers d'exemples grecs complets et établissait une courte liste de résultats possibles. Dans environ 3 cas sur 4, la restauration correcte figurait parmi les meilleures suggestions. Un système ultérieur, appelé ITAC, a même approfondi cette approche. ITAC n'a pas seulement reconstitué le manuel disparu. Elle pouvait aussi estimer la date de création des notes et leur origine. Des tests ont montré que les chroniqueurs travaillant avec ITAC accomplissaient leurs tâches avec rapidité et une précision remarquable. Ces premiers succès ont ouvert la voie au modèle utilisé aujourd'hui sur la pierre de Rosette. Pour cette dernière, ce type d'intelligence artificielle, fondée sur le langage, est particulièrement précieux. Plusieurs clones survivants du même décret subsistent encore, sculptés en différents lieux, à l'instar de Nubra et Philae. Grâce à cela, l'IA peut comparer toutes les performances et ponctuer de manière incontrôlée les sections correspondantes. Un processus qui nécessitait auparavant de longues heures de vérification croisée et de contrôle manuel peut désormais être réalisé en quelques secondes. L'idée a continué de se développer et, en 2025, cette même approche avait été adoptée pour les manuels de latin. DeepMind a présenté un système de IA nommé Anaïs, conçu pour rechercher des correspondances dans des inscriptions latines endommagées afin de les identifier dans d'autres sources anciennes. Ce système peut analyser aussi bien des manuels que des images pour trouver des fragments contenant les mêmes noms, expressions ou motifs répétitifs. Lorsque tous ces systèmes fonctionnent de concert, la restauration de la pierre de Rosette devient fluide et précise. Le processus commence par la reconstitution d'une image aussi nette que possible de la pierre tombale. Les chercheurs prennent des milliers de photos sous différents angles d'éclairage, qu'ils fusionnent ensuite pour créer un modèle tridimensionnel détaillé du visage. Ainsi, même les traits les plus ténus, les os trop fins ou trop fragiles pour être visibles à l'œil nu, deviennent apparents. Une fois le visage délimité, l'étape suivante consiste à exécuter une IA qui repère chaque signe restant. Chaque figure capturée est transformée en une identité numérique, un point minuscule qui l'identifie. On peut ainsi dire « ceci est un faucon » ou « ceci est une attelle pour faible ». Grâce à ces identifiants numériques, les symboles peuvent être alignés sur les deux autres écritures présentes sur la pierre tombale, le démotique et le grec. Ces 3 écritures véhiculent le même message, gravé côte à côte. Leur correspondance permet donc de reconstituer l'ensemble de la structure. Même en cas de fragmentation ou de disparition d'une partie de l'iconographie, le système reste opérationnel. Il vérifie automatiquement les autres copies du décret qui subsistent et sont disséminées en Égypte.
Cependant, le modèle utilise ce jugement complet comme référence. Si un jugement manquant sur la pierre de Rosette apparaît intégralement dans l'interprétation établie à Nubra, l'écriture grecque de la pierre de Rosette est également utile, car les lignes de lettres indiquent clairement la longueur de chaque ligne du texte. En comparant la longueur des lignes dans les 3 langues, l'IA peut estimer le nombre de hiéroglyphes qui devraient figurer dans l'espace manquant. Le processus se poursuit par la collecte de toutes les représentations conservées et leur alignement en intégrant les textes grecs, démotiques et iconographiques dans une structure cohérente. Le système repère des régularités dans la longueur des lignes, les expressions répétées et les idées communes. Chaque système d'écriture renforce les autres. Lorsqu'une langue est défaillante ou manquante, une autre la remplace. Les lignes manquantes est la véritable image. Lorsque les lignes manquantes de la pierre de Rosette furent finalement reconstituées, l'ensemble du site changea du tout au tout. Il ne donnait plus l'impression d'être un artefact endommagé ne contenant que des fragments d'anciennes décisions, mais plutôt celle d'un témoignage complet et vivant du fonctionnement réel de l'Égypte antique. Ces inscriptions retrouvées ont transformé la pierre tombale en une fenêtre ouverte, révélant les rouages de la politique, du pouvoir, de la plutocratie, des responsabilités et de la survie dans un monde disparu depuis plus de 2 ans. Le monument familier s'est soudainement animé d'une nouvelle vie, dévoilant un système complexe façonné par la pression, les besoins et des accords subtils qui ont assuré la cohésion de la région. Plus de 2 ans après les événements, l'Égypte tentait de se reconstruire après des périodes de troubles et de contestation. Le pays avait traversé de longues périodes de conflits et d'insécurité et aspirait désormais à l'équilibre. À cette époque, un souverain du nom de Ptolémée V régnait, guidant une région encore en pleine reconstruction. Son défi n'était pas seulement de gouverner, mais aussi d'unir un territoire déchiré par des forces diverses aux intérêts divergents. Parmi ces forces, le groupe le plus puissant n'était ni les gardes des frontières, ni les gouverneurs des régions d'origine, mais les prédicateurs. Ils exerçaient une influence extraordinaire sur la vie quotidienne, la vie spirituelle et la frugalité. Ces prédicateurs étaient bien plus qu'un simple nombre de religieux. Ils étaient directeurs, responsables des tabernacles et protecteurs des richesses et des terres. Les tabernacles étaient des institutions importantes, et les prédicateurs contrôlaient d'énormes trésors. Ils géraient les terres cultivées, percevaient les offrandes des immolations, supervisaient les carnavals et se faisaient les porte-paroles des dieux. De ce fait, ils exerçaient une influence considérable sur la population, et leur soutien était indispensable à tout souverain désireux d'instaurer la paix et la coopération dans la région. Le décret de la pierre de Rosette, qui réunissait autrefois tous les éléments manquants, témoigne de l'importance capitale de cette relation. Ce texte, dans son intégralité, se lit comme un accord, une entente collective gravée dans la pierre tombale pour que tous puissent la consulter. Il fonctionne presque comme un contrat écrit entre le roi et les chefs religieux. Les lignes reconstituées montrent comment les deux parties offraient des biens en échange de stabilité et d'harmonie. Ptolémée V exigeait la fidélité des prédicateurs, et ces derniers réclamaient en retour protection, reconnaissance et sécurité. Dans le cadre de la communication rétablie, les subventions royales bénéficiaient aux prédicateurs, au tabernacle et à l'ensemble de la communauté. Il ne s'agissait pas de petits dons. Ils comprenaient des allègements fiscaux, des réductions de droits de douane et diverses formes de remises destinées à alléger les charges. Dans le même temps, les prédicateurs promirent un soutien spirituel par des prières, des observances et des festivités qui renforçaient l'image et l'autorité du roi. Leur rôle était de le reconnaître, de lui assurer la faveur divine et de le présenter comme le souverain légitime, chéri des dieux. Le décret énumère des détails parfaitement clairs et précis. Il est question de plutocrates, de réduction de droits de douane, d'allocations céréalières et d'actes de charité qui soulagèrent de nombreuses personnes.
Ces aides étaient destinées à soutenir les agriculteurs et les servants du tabernacle, permettant ainsi à différentes couches de la société de souffler un peu. En retour, les prédicateurs s'engageaient à des prières quotidiennes pour protéger le roi, à de grands carnavals destinés à maintenir l'unité de la région et à des rituels traditionnels rappelant à tous le caractère sacré du roi. Parmi les 3 inscriptions gravées sur la pierre tombale, iconographique, démotique et grecque, c'est l'écriture grecque qui fournit l'explication la plus précise. La partie grecque offre un résumé clair et concis de la conduite du roi. Elle indique que Ptolémée V a réduit certaines levées de troupes et en a aboli d'autres. Ses opinions visaient à soutenir à la fois les soldats qui défendaient la nation et les agriculteurs qui nourrissaient la population. Cela montre que l'aide fiscale avait pour but de stabiliser la région à tous les niveaux. Le texte grec confirme également que les tabernacles conservaient leurs revenus sans entrave. Leurs terres, leurs lieux de culte, leurs vaisselles et leurs récoltes étaient protégés. Rien ne pouvait leur être enlevé ni confisqué par le gouvernement. De ce fait, les tabernacles conservaient leur prospérité financière, ce qui leur permettait de continuer à jouer un rôle essentiel dans la société. Les lignes rétablies indiquent clairement que le taux de redevance pour les prédicateurs eux-mêmes était définitivement fixé. Il ne pouvait être augmenté par la suite, leur assurant ainsi une sécurité financière à long terme. Tout cela peut sembler un simple détail administratif, mais dans l'Égypte antique, c'était la base de leur survie. Ces mesures n'étaient pas de simples adaptations. Elles étaient essentielles pour assurer la continuité des activités du pays et prévenir de nouvelles vagues de tensions. Des institutions solides garantissaient des communautés fortes, des accords clairs engendraient des conflits moins importants et des digues stables permettaient à la population de traverser sereinement les périodes de crise. Grâce à ces lignes restaurées, la pierre tombale révèle à quel point les considérations fiscales ont façonné la stabilité du pays. Outre la politique, la plutocratie et le pouvoir, le décret évoque également la compassion. Cette partie du texte restauré confère une autre dimension à la communication. Cela montre que le roi ne se contentait pas de conclure des accords avec d'importants prédicateurs, mais cherchait aussi à faire preuve de bienveillance en aidant concrètement le peuple. Le décret fait référence à des mesures visant à alléger les difficultés et à rétablir la paix. Ces actes de clémence nous rappellent que, dans l'Égypte antique, le pouvoir ne se résumait pas au contrôle, mais consistait également à répondre aux besoins et à apporter un soutien lorsque cela était possible. Maintenant que les lignes manquantes sont complètes, la pierre de Rosette devient bien plus qu'un simple outil permettant aux érudits de déchiffrer les hiéroglyphes. Elle constitue un témoignage complet de la manière dont une nation a tenté de se reconstruire après le chaos. Elle illustre comment un roi a négocié des soutiens, comment les prédicateurs ont maintenu leur influence et comment les deux camps dépendaient l'un de l'autre pour préserver la stabilité de l'Égypte. Ce texte illustre les choix pratiques qui ont façonné la vie quotidienne. Les changements de devoirs, les stocks de céréales, les fêtes, les prières, les droits, les règles et les responsabilités partagées. Les lignes reconstituées nous permettent également de constater la précision de l'équilibre des pouvoirs. Le roi détenait l'autorité, mais sa force reposait sur la coopération.